Dans un futur indéterminé où tout est recouvert de glace, la famine et le chaos règnent sur la Terre. Parmi les quelques humains qui tentent de survivre, certains sont dotés de pouvoirs surnaturels appelés dans ce monde dons. Nous allons suivre Annie et sa sœur Luna qui font partie de ces personnages possédant un don appelé Élu. Leur don est ici le pouvoir de se régénérer. Annie utilise ce pouvoir pour nourrir les habitants de son village. Pourtant, cela ne suffira pas à les préserver du terrible malheur qui va s'abattre sur eux. Un jour, une unité militaire va découvrir ce village et apprendre que celui-ci est cannibale. Suite à cette terrible nouvelle, le chef d'unité Doma va alors prendre la décision de décimer entièrement le village à l'aide de son pouvoir terrifiant. Doma est également un élu qui détient le don de pyrurgie. Ce don lui permet, entre autres, de pouvoir lancer des flammes qui ne s'éteignent que lorsque l'organisme est totalement carbonisé, inerte. À la suite de ce massacre, Annie sera le seul survivant de ce drame. En effet, de par son don avancé de régénération, Annie se régénéra en permanence en parallèle de brûler en permanence. Cela conduira notre héros à souffrir perpétuellement de par les flammes de son ravisseur. Les dernières paroles de sa sœur, Luna, en train d'agoniser des flammes de Doma étaient « Tu dois vivre ». Pourquoi est-ce que je vous parle de Fire Punch ? Premièrement, Fire Punch est un manga qui m'a beaucoup marqué émotionnellement parlant. Dès le premier tome, nous pouvons être saisis par l'abomination et l'inhumanité de ce monde dystopique. En effet, au fur et à mesure de tourner les pages de ce manga, nous allons découvrir ce monde post-apocalyptique. Dans ce monde, 90% de la population mondiale a disparu à cause de ce dérèglement climatique. Ce cataclysme serait dû à un élu surnommé la sorcière de glace, qui aurait gelé ce monde. Cette disparition massive a profondément affecté les fondements de la société et a donné naissance à un nouveau monde, brutal et impitoyable. C'est ainsi qu'est né BM Dolg. Dans un monde post-apocalyptique, BM Dolg s'impose en tant que nouveau régime érigeant d'une société verticale où la méritocratie est mise en avant. Ce régime, prétendument émanant d'une entité divine, régit ses demandes à travers Judas, une élue dotée du pouvoir de régénération et interprète de cette voix divine. BM Dolg est un gouvernement autoritaire ne tolérant aucune dissidence. Sous son règne, le viol n'est pas un crime punissable, l'homosexualité est bannie et toute divergence de comportement est sévèrement réprimée. Ce régime sert d'allégorie à ce monde ravagé par le chaos, la terreur et l'incertitude. Il représente le reflet déformé de notre société, soulignant les conséquences extrêmes d'un pouvoir absolu et des normes rigides. Ce régime sert en réalité à nous faire réfléchir sur les dérives potentielles d'un pouvoir sans limite et sur la fragilité des normes sociales dans des temps tumultueux. Cette œuvre aborde d'une manière unique des thèmes à la fois très communs mais également très complexes. L'identité, la religion et l'éducation sont des thèmes récurrents dans ce manga que j'ai choisi de questionner à travers cette vidéo. Qu'est-ce que l'identité ? C'est une notion aux multiples facettes variant selon le sujet et le contexte abordé. D'un côté, l'identité peut être individuelle, c'est-à-dire personnelle. Elle dépend de nous et se manifeste dans des traits uniques comme notre cas d'identité nous distingue de chaque autre individu. D'un autre côté, elle peut être collective, faisant référence à notre identification à un groupe, une nation ou encore une culture. Dans Fire Punch, l'identité occupe une place centrale. Tatsuki Fujimoto nous plonge au cœur des questionnements sur les fondations de cette identité. Comment se forme-t-elle ? Quels éléments la définissent ? Pour mieux comprendre cette notion, j'ai choisi d'explorer deux visions distinctes de deux auteurs qui se prêtent parfaitement au thème. Michel Foucault, philosophe d'un côté, et Jacques Lacan, psychanalyste de l'autre. Qu'est-ce qui définit notre identité ? Est-ce nos origines, notre pays ou notre culture ? Naïvement, nous pouvons avoir l'impression que l'identité est quelque chose de fixe, de figé. En effet, il est peu commun de changer de nom, de nationalité ou d'origine. Ce qui est vrai, mais ne constitue en réalité seulement qu'une infime partie de notre identité. Foucault nous invite à repenser l'identité non comme une entité fixe, mais plutôt comme un produit de la société et du pouvoir. Imaginez que votre identité ne soit pas intrinsèque, mais façonnée par des forces extérieures. Imaginez les institutions telles que la médecine, la justice ou encore l'éducation, non seulement comme des structures, mais comme des créateurs d'identité. Elles érigent des normes, des catégories comme fou, sain, normal ou encore anormal, ayant pour but de classer et ainsi contrôler les individus. Pensez aux prisons, aux hôpitaux, aux écoles, des lieux où nos identités sont moulées, façonnés, surveillés, disciplinés par des normes spécifiques et des mécanismes de contrôle qui définissent qui nous sommes. L'identité, selon Foucault, c'est cette vision renversante. Nous ne sommes pas qui nous sommes de manière innée, mais ce que la société et le pouvoir font de nous. C'est un rappel puissant. Notre identité est fluide, façonnée par notre monde et en perpétuelle évolution. Cette perspective ébranle les certitudes et questionne notre compréhension de nous-mêmes. L'identité est ici une toile tissée par des fils complexes du pouvoir et des normes sociales. Fire Punch met en scène un monde où le pouvoir est manifesté de manière brutale et où les individus sont soumis à des contraintes extrêmes. Comme nous l'avons vu, Foucault met l'accent sur la façon dont les institutions et les normes sociales influencent la construction des identités. Dans Fire Punch, le contrôle social est omniprésent. Les personnages sont soumis à un pouvoir oppressif représenté par le gouvernement glacial et tyrannique de BM Dolg. Cette structure de pouvoir dicte les règles et impose des normes strictes qui façonnent les identités des individus, les contraignant à adopter certaines façons de penser, de se comporter pour survivre. Les personnages, notamment Annie, tentent de s'affranchir des normes établies et de rompre avec les schémas imposés par le pouvoir en place, exprimant ainsi un désir de liberté face à une
structure oppressive. De plus, l'exploration des identités dans Fire Punch reflète la manière dont Foucault considère les normes sociales, influençant la perception de la normalité et de l'anormalité. Les personnages sont confrontés à des dilemmes moraux et psychologiques qui mettent en évidence la fragilité et la complexité de la construction identitaire dans un monde où les normes et le pouvoir sont déformés. Ainsi, Fire Punch peut être lu comme une sorte d'exploration des thèmes foucaldiens, de la résistance aux structures de pouvoir, de la construction des identités en réponse à ces contraintes sociales et de la manière dont les normes dictent ce qui est considéré comme normal ou anormal dans une société donnée à un moment donné. La deuxième facette de l'identité peut être pensée comme une sorte de miroir, créé par co-construction où nous pourrions percevoir notre identité non pas directement en un seul coup d'œil, mais à travers le reflet d'un miroir. Lacan nous invite à repenser l'identité comme un processus non pas figé et unique, mais comme fragmenté et évolutif. Dans Fire Punch, l'identité des personnages est profondément marquée par des traumatismes, des conflits intérieurs et des transformations psychologiques. Les personnages tels qu'Annie luttent pour trouver une unité dans un monde déchiré par la souffrance et la destruction. Ce parallèle avec Lacan se dessine à travers l'idée du stade du miroir. Dans ce manga, les personnages cherchent désespérément une image unifiée d'eux-mêmes malgré les défis psychologiques et les traumatismes qu'ils ont vécus. Comme Lacan l'aurait décrit, cette quête d'unité et de cohérence est illusoire, dans un monde où l'identité est fragmentée et mouvante. Les forces inconscientes qui influencent l'identité telles que le traumatisme, la perte et la douleur sont illustrées de manière poignante tout au long de la lecture de Fire Punch. Les personnages confrontés à des situations extrêmes tentent de maintenir une certaine cohérence dans un monde où tout semble se déliter. De plus, la dynamique de pouvoir et les relations entre les personnages reflètent la façon dont Lacan considère le langage et les symboles comme des forces qui façonnent l'identité. Les interactions complexes entre les personnages, leur quête individuelle et leur recherche de sens dans un monde chaotique mettent en lumière cette lutte pour une identité stable dans un monde de fragments. Ainsi, Tatsuki Fujimoto, à travers Fire Punch, nous offre une vision frappante et souvent déchirante de l'identité, confrontant les lecteurs à une réflexion profonde sur la quête de cohérence et d'unité dans un monde chaotique. Le meilleur exemple pour illustrer cette notion se trouve sans doute dans le tome 7. En effet, les paroles du prêtre illustrent parfaitement la notion du miroir. Pour résumer cela, nous pouvons supposer que notre identité passe par l'assignation que les autres ont de nous. Par exemple, c'est parce que les autres voient que j'ai les cheveux bruns que je sais qu'ils sont de cette couleur. Au même titre que les paroles du prêtre qui disait à Annie que la neige est blanche car je la vois et que je sais qu'elle est froide et humide car je peux la sentir. Par contre, si je n'étais pas là pour attester que cette neige est blanche, froide et humide, celle-ci ne serait pas au courant de ces attributs qui façonnent son identité. Ces pages sont pour moi un des moments les plus intéressants dans Fire Punch car celle-ci nous invite à reconnaître qu'on ne peut pas définir un jugement de notre identité à travers notre prisme. Cela nous montre le besoin fondamental et le rôle qu'ont les autres sur nous et nous renvoie au fait que l'humain est un être fondamentalement anthropologique qui a besoin de l'autre pour exister. L'approche originale que Fujimoto prend pour nous parler de la construction de l'identité est également par rapport à la place du mensonge dans celle-ci. En effet, comme nous l'avons vu, nous nous construisons par rapport aux expériences, à l'empirisme, aux ressentis et aux interprétations qu'ont les autres de nous. De par ces feedbacks, nous allons pouvoir nous faire une idée de qui nous sommes. Mais que se passe-t-il lorsque nous commençons à nous mentir face à nous-mêmes? Quelles sont les conséquences d'un mensonge dans le processus de construction identitaire? Fujimoto nous aiguille sur ces questionnements à l'aide de plusieurs personnages. Nous allons ici nous concentrer sur deux d'entre eux, Annie, bien évidemment, mais également le père de Judas. Le meilleur exemple que je peux prendre pour illustrer cette notion est à partir du tome 6. Le plan de Surya est d'altérer le dérèglement climatique de la Terre afin de pouvoir repeupler le monde. Seulement pour ça, Judas, qui est une élue avec un pouvoir important, doit se transformer en arbre et devra par conséquent se sacrifier. Annie, au bord du gouffre et endeuillé par la perte de Toyata, va découvrir que toute sa secte s'est faite absorber par l'arbre de Judas. Il va alors se décider à la tuer. Seulement, au moment où il se retrouve face à Judas, il va avoir du mal à réaliser que c'est bel et bien Judas et non pas sa sœur, Luna, qui la ressemble trait pour trait. Il va quand même essayer de lui ôter la vie. Seulement, au moment fatidique où Annie arrive à détruire l'arbre, une micro-ellipse se passe et on découvre Annie et Judas totalement nus dans un lieu inconnu. On y apprend alors que Judas a perdu la mémoire et c'est à ce moment précis qu'Annie va faire une des pires décisions de sa vie. Il va transformer la Judas amnésique en Luna, sa petite sœur adorée. C'est à partir de ce moment crucial que l'histoire va prendre une toute autre tournure, beaucoup plus décalée, et on va plonger dans le monde impitoyable et méconnu de la folie. Au fur et à mesure du temps, Annie va passer du temps avec Judas qu'il va considérer comme sa sœur. Elle ressemble trait pour trait à elle, à la même voix, la même intonation, la même chevelure, excepté que c'est une personne totalement différente qui a un passif bien plus sombre et qui a commis énormément de crimes, manipulé des foules et a participé à tuer la sœur d'Annie. En tournant les pages, nous allons voir qu'Annie va croire de plus en plus en son mensonge. En effet, Annie et Judas vont de plus en plus s'intégrer au groupe de résistantes. Annie développera alors une autre personnalité de lui-même sous le nom de
frangins. Une ellipse de 10 ans va alors se passer et va permettre de nous faire voir qu'Annie et Judas, sous le surnom de Luna, se sont entièrement intégrés à la famille. Et Annie vit heureux en se prenant lui-même au jeu de toute sa propre supercherie. Il développera également quelques troubles du comportement quand ses anciens démons et ses remords l'envahiront quand il entendra parler de Fire Punch, son ancien lui. C'est le personnage de Nénette qui lui dévoilera toute la vérité en face, lui faisant réaliser que sa nouvelle vie repose sur une mascarade sans nom, que celle qu'il appelle Luna est en réalité Judas, celle qui a participé à tuer sa sœur. Cet arc qui dure du tome 5 à 7 est particulièrement intéressant pour aborder plus en détail la notion du mensonge dans la construction de l'identité. L'autre exemple que je peux prendre pour illustrer différemment cette notion est par rapport au père de Judas. Au début de l'histoire, il va dire à Judas de faire semblant d'entendre les voix de Dieu et de jouer le rôle de l'émissaire. Le but étant de permettre à Judas de devenir une arme de manipulation et de contrôle pour BM Dolg. Judas et son père savent très bien que ce Dieu n'existe pas et que c'est juste une simple machination de BM Dolg ayant seulement pour but de contrôler les citoyens. Cependant, à la fin de sa vie, le père de Judas, voyant qu'il est sur le point de mourir, va demander à Judas une dernière faveur. Il va lui demander si Dieu a un message pour lui. Chose qui, au premier regard, peut paraître absurde, étant donné qu'il sait très bien que ce Dieu créé de toutes pièces n'existe pas. Idem pour Judas, elle sait très bien que son père sait que c'est une machination et qu'elle joue juste un rôle pour le gouvernement de BM Dolg. Judas va conserver son rôle même au dernier moment de vie de son père et va lui dire que Dieu a un message pour lui. Dieu va le conduire vers un monde meilleur, doux et accueillant. C'est à ce moment précis où son père arbore un dernier sourire et une expression enjouée avant de quitter ce monde. Ce qui est intéressant dans cette courte scène, qui fait en réalité que 2 pages, c'est qu'on se rend compte que dans l'adversité, au moment où nous sommes les plus faibles, les plus vulnérables, nous allons vouloir nous raccrocher à une entité supérieure qui nous conduira quelque part d'agréable pour quitter ce monde sans remords. Or, cette entité n'a aucun fondement sérieux. Le père de Judas le sait très bien et pourtant, même s'il sait que c'est un mensonge initié pour manipuler et contrôler tout ce nouveau peuple, le père de Judas va volontairement croire en son propre mensonge pour quitter ce monde plus facilement. En effet, il est beaucoup plus facile de partir en se sentant en sécurité et béni par un dieu que partir en assumant la supercherie que nous avons créée, les péchés que nous avons commis et reconnaître que toute notre vie a été basée sur une supercherie sans nom. On peut alors voir que le mensonge dans la construction de l'identité peut être un outil puissant pour s'opposer au réel, c'est-à-dire au monde tel qu'il est réellement et non pas comme la représentation qu'on a de lui. L'utilisation du mensonge dans la construction de notre identité est en réalité très commune dans nos vies. En effet, en tant qu'humains, nous sommes profondément influencés par notre environnement, notre famille et notre entourage. Ces éléments vont nous faire développer des idées, des postures et des comportements que l'on va penser propres à nous, alors qu'en réalité, si j'avais eu une autre éducation avec des autres parents, et si j'étais né dans un autre pays, j'aurais été radicalement différent. Je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo du youtubeur PsychoQuack pour creuser ce sujet. Voici un petit exemple tiré de sa vidéo pour illustrer la notion de mensonge dans la vie au quotidien. Imaginez être en couple avec la femme que vous aimez le plus au monde. Vous savez que c'est votre âme sœur. Vous voyez votre futur avec cette personne précise et pas une autre. C'est un être unique à vos yeux. En réalité, cette personne que vous aimez tant est remplaçable. Sur 8 millions d'humains, elle est parfaitement substituable. Si vous étiez né ailleurs, vous auriez choisi une autre femme à aimer et cet être unique que vous aimez le plus au monde, que vous pensez être votre âme sœur, est totalement substituable par n'importe quelle autre personne. Cette vision crue des choses est assez difficile à encaisser et à concevoir, étant donné que si on doit démasquer chaque mensonge de notre vie, nous serons assez vite saisis par le non-sens de notre vie. C'est par nos croyances, nos objectifs et nos passions que nous tissons cette vie. Sans croyances, nous nous retrouverons dans un monde et dans une vie dénuée de sens. Ce non-sens pourrait parfaitement s'illustrer par le courant philosophique de l'absurde de Camus, concept clé dans la philosophie existentialiste. Pour résumer ce concept, l'absurde de Camus est la confrontation entre nos attentes de sens et la réalité parfois irrationnelle de la vie. En effet, la vie telle qu'elle n'a pas de sens en soi. Rationnellement, nous n'avons pas demandé à vivre. Nous n'avons aucune raison de continuer à vivre. Nous sommes venus au monde sans rien demander. C'est cela qui rend la vie absurde. Elle porte un non-sens qu'on ne peut résoudre. En somme, Camus nous encourage alors à trouver un propre sens à notre vie, en dehors du fait que vivre n'a pas de réel sens. Le sens que l'on donne à notre vie peut être n'importe quoi. Cela peut paraître même insensé. Par exemple, pour Surya, l'ultime but qui la rattache à la vie est de rebâtir une civilisation pour pouvoir refaire des films de Star Wars. Pour Annie, sa raison de continuer à vivre était de se venger de Doma, même si cette vengeance n'allait pas lui rendre sa sœur. Peu importe le caractère sensé ou insensé qui nous rattache à la vie, le principal est que chacun trouve un but à sa vie pour pouvoir tenir et continuer d'exister. Encore plus dans un monde chaotique et dénué de sens où tout semble se dilapider, la recherche de sens est primordiale. C'est une des raisons principales pour laquelle, selon moi, la religion a un rôle fondamental dans Fire Punch.
La religion dans Fire Punch est omniprésente. Elle apparaît dans tous les tomes du manga pour en aborder différents aspects. Ce sujet prend autant de place dans l'œuvre car, selon moi, il est le dernier espoir des survivants de ce monde post-apocalyptique. En effet, comme nous l'avons vu dans la partie sur l'identité, le besoin de trouver un sens à sa vie est important. Il est d'autant plus important dans un monde où tout semble perdu. BM Dolg est l'allégorie parfaite de l'instrumentalisation de la religion pour gouverner les hommes. Sous BM Dolg, les dons sont attribués par Dieu. C'est lui qui décide de tout, qui dicte ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ce qui est moral de ce qui ne l'est pas. On ne doit pas chercher plus loin sur la légitimité de ce dieu. Aucune preuve ou ancien récit ne justifie l'apparition de ce dieu. Il y a juste Judas qui atteste de son existence par son rôle d'émissaire. Les habitants de BM Dolg se raccrochent à ce dernier espoir de Dieu. Ils se disent que malgré leur vie misérable sur Terre, s'ils se comportent bien et suivent les directives, ils auront une chance de rejoindre le paradis et mourir en paix. En réalité, toute cette religion est fausse et est basée sur un film médiocre mettant en scène un héros qui terrasse le mal. Un autre point que j'ai trouvé particulièrement intéressant par rapport à la religion dans Fire Punch est la création de cultes. Au fur et à mesure des tomes, et en particulier dans le tome 4, nous allons voir émerger une nouvelle religion qui va à contre-courant de BM Dolg, l'agnisme. L'agnisme est un culte qui sera attribué à Annie. Au-delà de l'apparence complexe d'Annie, il est surtout spectaculaire et sensationnel. Être un homme de feu dans des périodes de glaciation extrême est quelque chose de miraculeux. Les gens voient en Annie un messie, venu les délivrer et les guider de la barbarie de BM Dolg. Ce qui est très intéressant à constater est que cette religion est née sur un malentendu. Au début du manga, Sun implore le seigneur de venir à sa rescousse. Annie, au même moment, vient et terrasse des militaires de BM Dolg. Sun va alors le remercier et lui demander s'il est bien un dieu, chose qu'Annie réfutera. Au fur et à mesure du manga, des quiproquos similaires vont se répéter mettant en lumière Annie sous un angle divin. C'est plus précisément au tome 4 que l'agnisme sera à son apogée. BM Dolg étant détruit, les villageois rescapés qui ont décidé de suivre Annie se convertissent tous à cette nouvelle religion et participent eux-mêmes à créer cette religion sans qu'Annie ait à faire quoi que ce soit. Aidée de Togata, Annie se lance dans la mission d'aider ces pauvres gens en quête de sens pour essayer de rattraper ses erreurs commises. Rappelons-nous, il a quand même massacré la majorité des habitants de BM Dolg, autant militaires que civils. La construction de l'agnisme va s'auto-alimenter par des interprétations de chacun des fidèles. En effet, Annie va se laisser mutiler par Togata pour pouvoir nourrir les habitants. Suite à cela, des interprétations diverses vont naître vis-à-vis de cette nourriture. Cette viande est un bienfait que nous prodigue Seigneur Annie. Les yeux d'Annie, c'est bon pour les yeux. Manger la bouche d'Annie conférait une petite fraction de son pouvoir divin. Et manger une oreille guérirait des maladies. Toutes ces affirmations sont fondées sur l'imagination pure des différents fidèles. Mais en réalité, comme l'expliquera Togata plus tard, toutes ces interprétations se font dans toutes les religions. Ces interprétations sont en fait essentielles pour préserver les hommes de certains dangers sans devoir leur en expliquer scientifiquement sur quoi elles reposent. En effet, si on prend des religions monothéistes comme la religion juive ou musulmane et qu'on se penche sur certaines traditions, on explique facilement le fait que derrière l'injonction de ne pas manger de porc par exemple, on comprend qu'à l'époque, la première maladie connue liée au cochon était la trichinose, qui surviendrait en fait lors de la consommation de viande crue ou mal cuite, ce qui était très fréquent à l'époque. On peut prendre également l'exemple que nous explique Togata au travers de la religion juive qui considérait le corps comme un don de Dieu et qui interdisait par conséquent de se raser. Les hommes portaient alors donc tous des grosses barres. Mais derrière cette tradition se cachait en fait une raison sanitaire. Se raser avec une lame impliquait de se couper. Et de là, on pouvait choper des infections et se retrouver avec le tétanos ou le VIH. En somme, nous pouvons voir qu'au travers de Fire Punch, Fujimoto nous montre comment une religion peut naître, se développer et se transmettre, même dans un monde chaotique. Cette volonté de montrer que même dans un monde où le chaos et l'incertitude règnent, une religion peut émerger n'est pas là par hasard. Au travers de la religion, il y a un enjeu fondamental que Fujimoto veut nous montrer, peu importe le monde dans lequel nous vivons. Il s'agit de l'éducation. L'éducation est primordiale dans la construction de chaque individu. Elle permet le développement des facultés intellectuelles, morales et physiques. L'éducation est ce qui façonne l'homme et sans elle, ce serait l'anarchie. L'éducation et la religion sont intrinsèquement liées. Un des buts principaux de la religion est le maintien de l'ordre d'une société afin d'éviter une situation chaotique. Dans Fire Punch, nous voyons très clairement un manque d'éducation dans ce monde. Une des conséquences les plus alarmantes de celui-ci est le manque de morale et d'éthique dans le gouvernement de BM Dolg. En effet, le viol est quelque chose de normal dans ce monde, il permet de procréer et donc de donner la vie aux futurs habitants de BM Dolg, constituant alors une ressource de plus à exploiter. Soldats, élus ou esclaves, tout est bon à prendre dans cette société extrémiste. Le manque d'éducation ne se traduit
s'agit pas seulement au travers de BM-Dolk. Je peux prendre l'exemple de la famille d'Annie et notamment de sa relation fraternelle. Annie et Luna ont grandi ensemble et ont perdu leurs parents assez jeunes au début du manga, confiant alors leur éducation aux membres du village, mais un peu plus spécifiquement au prêtre qui les guidera. Au début du manga, on découvre qu'ils entretiennent une sorte de relation incestuelle. En effet, Luna proposera à Annie de faire un enfant avec, ce qu'Annie refusera dans un premier temps pour ensuite accepter plus tard dans le manga au travers de Judas avec la représentation de sa sœur. Enfin bref, vous avez compris. On peut prendre maintenant un autre exemple en se plongeant encore une fois au cœur du village d'Annie, exemple qui sera souligné par Doma plus tard dans le manga. Au vu de la catastrophe climatique de ce monde, la denrée se fait de plus en plus rare. Cela va alors conduire Annie à nourrir son village grâce à son don de régénération. Son village va alors devenir cannibale en acceptant de manger la chair humaine d'Annie. Au premier abord, cette pratique a l'air barbare et répugnante étant donné que culturellement, nous ne sommes pas des êtres anthropophages. Cela étant dit, au vu du cataclysme climatique qui se passe dans ce monde et étant donné que personne ne meurt pour manger cette chair, on pourrait tenter de se dire que finalement, au vu de la situation, il s'agit peut-être d'un mal nécessaire pour un bien commun. Cependant, comme Doma le soulignera à partir du tome 5, le problème de donner de la nourriture humaine dans un monde où le chaos règne pose un problème dans le moyen long terme. Que se passera-t-il quand Annie ne sera plus là? Comment les villageois vont se nourrir sans Annie? Comment ils vont se nourrir sans chair humaine alors qu'ils y étaient habitués? Là vous allez les voir venir, mais inévitablement ils finiront par se dévorer entre eux afin de combler leur appétit et leur gourmandise de chair humaine. Le problème que soulève Doma est en réalité bien plus grand que la simple alimentation. Ce n'est pas d'un climat plus clément dont ils ont besoin en priorité, ni de nourriture en abondance, ni même d'un dieu. Ils ont besoin, en réalité, d'une éducation correcte. C'est à ce moment précis que l'on se rend compte que Fire Punch, malgré son apparence de science-fiction, de monde post-apocalyptique et de monde imaginaire avec ses nombreux pouvoirs, est en fait une métaphore de notre société qui souligne l'importance de l'éducation pour une société encadrée, heureuse et épanouie. Malgré les nombreux actes immoraux que Doma a commis quand il était au service de BM-Dolk, on voit que ce Doma actuel n'a rien à voir avec l'ancien Doma. Il a pris le large, a fui BM-Dolk pour se concentrer uniquement à l'éducation d'enfants, ayant pour but de leur inculquer des valeurs justes et leur donner une bonne éducation. C'est ainsi qu'Annie se retrouvera à l'instar de Thorfinn de Vinland Saga dans un état de sidération. En effet, sa vengeance ne pourra jamais être assouvie, car ce Doma n'a aucun rapport avec l'ancien Doma. Il n'a aucun rapport avec celui qui a carbonisé l'entièreté des membres de son village, rendant alors la quête principale de notre héros vaine. Malgré tout ça, Annie sera pris d'un épisode psychotique, d'une folie, et détruira la maison de Doma en tuant au passage Doma et tous les enfants qu'il a recueillis et éduqués. Cela engendrera alors de la tristesse et de la désolation de la part d'Annie. Notre héros, ou plutôt anti-héros, sera ensuite saisi de réflexions ontologiques et comprendra que la vengeance dévore notre temps et nous éloigne de l'essentiel. En conclusion, Fire Punch est un manga qui permet de nous questionner sur notre existence à travers plein de perspectives différentes qui façonnent notre vie sans même que l'on s'en rende compte. L'identité au travers de nos croyances est un des points les plus importants de ce manga selon moi. Peu importe que ces croyances soient basées sur des mensonges ou non, ce n'est pas le caractère vérifiable ou scientifique qui va construire notre identité, mais c'est en réalité comment nous allons interpréter et décoder ce qui nous entoure qui va construire qui nous sommes.